Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast préféré, et on est hyper content d'introduire un nouveau format d'émission qu'on vous avait promis depuis notre lancement. Ce format, il s'appelle Omnibus. Le principe est très simple à comprendre. On aborde une thématique donnée sous divers angles avec divers participants, divers invités. Et à l'approche des élections américaines, enfin même à l'heure où ce podcast sera publié, peut-être même que l'élection sera passée, on avait envie de faire un tour d'horizon un petit peu des rapports entre la politique et le comic book et les comics. Et cette première émission de cet omnibus est là pour s'attacher en fait à la politique avec les comics de super-héros, et ce depuis leur création, puisque oui, contrairement à ce que certaines personnes voudront vous faire croire, les comics de super-héros ont été politiques depuis le début. Et pour cette émission, je suis vraiment très content d'accueillir William Blanc. Bonjour William. Bonjour. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors William, tu es historien médiévaliste, spécialiste des cultures populaires. En tout cas, c'est comme ça qu'on te présente sur le livre Super-héros, une histoire politique, que tu as publié aux éditions Libertalia. Et donc, tu as écrit plusieurs ouvrages sur les cultures populaires, avec notamment un attachement aussi sur les légendes arthuriennes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, bah voilà, c'est une présentation sommaire, mais efficace. Tu voulais que je dise quoi d'autre? Je sais pas. C'est vrai, bon, je sais pas. Tu peux nous dire, par exemple, si tu as écrit quelque chose d'autre, ou si tu prépares un projet, parce que l'idée, c'est aussi de mettre en avant ton travail. Donc, Mais c'est gentil. Non, mais voilà. Non, mais ouais. Enfin, en gros, pour simplifier, moi, je travaille sur c'est les représentations contemporaines du Moyen Âge. Comment le Moyen Âge a été réinterprété à l'époque contemporaine, et de manière en fait logique en fait, mais après ça a l'air un peu compliqué à expliquer comme ça. Ça m'a amené aux super-héros, parce qu'en fait le Moyen Âge, l'imagerie du Moyen Âge est très importante, très présente dans les super-héros. Pensez par exemple à Batman. Hein. Batman, son surnom, enfin l'un de ses surnoms, c'est le Chevalier Noir. Ouais. Un hasard et tout. Pareil, Robin, son surnom, le nom de Robin vient de Romain des Bois. Tout ça, moi, c'est un peu ça qui m'a amené en fait à m'intéresser en tant qu'historien, parce que j'étais fan avant aux super-héros. Et puis après, concrètement, j'ai décidé de jeter un regard d'historien en fait sur le monde des super-héros. Voilà quoi. Donc, je suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a des gens, notamment aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui le font en fait. Hein, mais en France, on n'est pas nombreux en fait pour l'instant à s'occuper vraiment de cette affaire-là, quoi. Ce qui est bien dommage. Okay. D'accord, merci beaucoup. Et bien entendu, il y aura Corentin avec nous dans cette émission aussi. Oui, bonjour, c'est moi, je suis Bonjour, Corentin dans cette émission aussi. Bonjour William Blanc. Et on est aussi ravis de t'avoir, Corentin. Alors, j'ai envie de poser une question un petit peu généraliste pour démarrer cette discussion, pour aborder donc la thématique de la politique avec les super-héros mainstream. William, grosso modo, les discours politiques, les idées politisées dans les comics de super-héros, ça existe depuis le tout début? Oui. Alors après, c'est vrai, il y a pendant longtemps, il y a eu cette image. Il y a eu, en gros, l'image, moi, quand j'ai commencé à lire des comics dans les années 80, l'image, c'était une espèce de sous-culture, donc il fallait pas en lire. Après, on nous a dit, oui, les comics, c'est pas bien, mais heureusement, il y a les Watchmen qui parlent de politique et tout, c'est le seul comics qui parle de politique. Bon, en fait, quand on creuse un petit peu, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça veut pas dire qu'il y a pas, il y a plein de comics qui parlent pas de politique, en fait, hein, ou de manière explicite, hein. Mais si on regarde bien, même de manière implicite, hein, quand par exemple on va représenter, on va créer Batwoman en 56 pour accompagner Batman, ça a l'air anodin comme ça, mais en fait c'est aussi pour contrer les accusations qui disent que Batman en fait c'était un personnage LGBT, quoi, donc un personnage homosexuel. Donc voilà, donc même dans même dans des trucs un peu comme ça qui ont l'air complètement anodins, il y a un écho en fait du contexte politique de l'époque. Hein. Là, on est en 54-56, on est en plein macartisme, donc en pleine vague anticommuniste très forte, en pleine vague très conservatrice aux États-Unis. Et ça sera un peu long à expliquer, mais à l'époque, on assimile les communistes aux homosexuels. En fait, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. En fait, hein. Donc même avec un truc anodin, on peut parler de politique sur le monde des comics. Maintenant, ça n'empêche pas. Il va y avoir aussi, de manière, quasiment dès le début, en fait, hein, il va y avoir des propos politiques explicites dans les comics. Hein. Quand vous allez avoir Jerry Siegel et Joe Shuster qui vont créer Superman en 38,
Bon, la date imprimée, hein, c'est d'Action Comics numéro 1, c'est juin 38. Bon, quand ils le créent, ils ont l'idée. Alors, Siegel et Shuster, comme beaucoup d'auteurs de comics, hein, maintenant ça commence à être un peu connu cette affaire-là, mais c'est toujours bon de le rappeler. Beaucoup d'auteurs de comics à l'époque sont des gens issus de l'immigration récente, notamment de l'immigration juive ashkénaze, qui ont fui notamment les pogroms antisémites en Europe centrale et en Europe de l'Est. Et eux, quand ils imaginent un surhomme, ils imaginent en fait quelqu'un qui va incarner le rêve américain, mais au sens de rêve progressiste, hein, au sens de melting pot. C'est en fait une terre où tout le monde sera accueilli. Voilà. Et donc l'histoire de Superman elle-même, hein, donc cet enfant qui arrive des étoiles et qui est accueilli dans une famille américaine, c'est l'image de l'immigré en fait, hein, tout bêtement. Hein. Donc l'image en fait de cette Amérique qui accueille tout le monde en fait. Hein. Et par rapport à ça, Superman, c'est aussi celui qui va très rapidement, et ça, on est aussi dans le discours, ça renvoie au contexte de l'époque. Hein. À l'époque, on est dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis. À partir de 29, hein, vous avez la crise économique, ce qu'on appelle le krach boursier de 29, qui est une crise très dure, où il y a vraiment d'énormes pans de la population qui sont fragilisés et tout. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir après le président Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui va arriver avec un programme de gauche en disant voilà, on va financer des grands travaux, on va donner à manger aux gens, voilà, donc on va leur donner des boulots mieux payés, on va protéger, en gros, on va créer un début de sécurité sociale, des choses comme ça. Quoi. Donc, et ça, Superman, ça serait complètement dans cette idée-là, en fait. Hein. Superman, c'est l'idée, face à un présent qui est angoissant, c'est l'idée que le futur au sens technologique, mais aussi au sens social, économique, politique, va forcément amener à un mieux. Superman, c'est son surnom à l'époque. Hein, peut-être il est un peu, on l'emploie peut-être un peu moins aujourd'hui, hein, mais l'homme de demain. L'homme de demain, en fait, voilà. The Man of Tomorrow. Et donc c'est l'idée que c'est Superman incarnant le futur. Il est là aussi pour amener un mieux dans le monde, pour améliorer le monde. Et d'ailleurs, dans une de ses premières aventures, je crois que c'est la deuxième où il apparaît. Dans une de ses aventures, il apparaît au début comme son alter ego Clark Kent, hein, donc qui est un journaliste. Et puis il enquête sur des mines de charbon, si je me souviens bien, où en fait les mineurs il y a pas mal d'accidents qui tuent des mineurs. Et puis il s'aperçoit en fait que c'est le patron en fait qui ne respecte pas les consignes de sécurité, hein, pour gagner plus de sous. Et ce que fait Clark Kent se transforme en Superman et il enferme le patron de la mine dans la mine et il dit bah écoute, tu vas voir ce que ça fait, quoi. Voilà. Et après le patron dit j'ai compris, maintenant je vais respecter les consignes de sécurité. Voilà. Donc en fait Superman à l'époque c'est qu'il dit limite un super délégué syndical, quoi. Donc c'est assez frappant de voir ça en fait. On est en 38, on est vraiment dans cette espèce de discours très à gauche, hein, qu'on va retrouver aussi chez plein d'autres auteurs en fait, qui montrent vraiment le super-héros comme une espèce de personnage qui incarne le futur, mais un progrès qui va pas seulement être technologique, hein, mais aussi politique, social, économique, hein, et aussi racial, parce qu'après il y a évidemment des discours, dès le début il y a des discours par rapport au racisme, hein, même si des discours antiracistes dans le super-héros, même si le premier super-héros noir, hein, maintenant c'est quand même de notoriété en fait, hein, c'est donc Black Panther qui apparaît en 66. Dès le début, il va y avoir en fait des super-héros qui vont, des auteurs, hein, à travers leurs super-héros, qui vont prendre des positions très nettes par rapport au racisme en fait, hein. Même si il n'est pas question au début, parce que l'Amérique étant ce qu'elle est et tout, même l'Occident à l'époque étant ce qu'il est et tout, il n'est pas question de montrer des super-héros noirs, mais il y a quand même il y a une idée. Par exemple, je pense à Shazam, hein, donc Captain Marvel, hein, voilà, le premier version d'ici, quoi, en fait, hein. Au début, son créateur en fait donne à Shazam un sidekick qui s'appelle Steamboat. Alors, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est Steamboat, hein, donc, qui est un personnage afro-américain. Steamboat, c'est une caricature en fait de noir, hein. Il est un peu bêta et tout. Mais l'auteur à l'époque, hein, il pensait sincèrement dire voilà, je vais mettre un noir comme sidekick parce que ça va montrer en fait que
voilà, les Noirs aussi, c'est des citoyens comme les autres, quoi. Donc après, voilà, c'est l'époque en fait. Donc il y a le discours aujourd'hui Il y a l'intention, voilà, il y a voilà. l'intention et la façon dont c'est exécuté Exactement, après qui diffère un peu. exactement. Mais même, par exemple, moi, je pense il y a une image que j'ai mise dans mon bouquin qui est absolument magnifique, où on voit donc la première équipe de super-héros, en fait, la JSA, en fait, donc Justice Society of America, qui est fondée en 41, qui se réunit autour d'une table ronde. Ça, c'est par hasard, c'est mon dada, mais en même temps, bon, voilà, Ah oui. il y a un aspect arthurien qui est assez évident parce qu'à l'époque, le mythe arthurien est très populaire aux États-Unis. Et en fait, le truc, c'est que la JSA, à un moment, apparaît dans une case où il y a à la fois, mais c'est là où c'est intéressant, c'est sur le même plan. Il y a à la fois donc les membres de la JSA, il y a Hawkman, il y a la première Green Lantern, il y a Wonder Woman, et il y a plein de citoyens lambda, en fait. Donc il y a un ouvrier, une infirmière, un soldat, parce qu'on est en 43, donc on est en pleine guerre. Mais il y a un soldat noir, il y a aussi un ouvrier noir, il y a une femme noire, donc voilà. Et il y a marqué, nous sommes tous américains, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, etc., quoi. Et là, on a une prise de position très forte, en fait, de la part des auteurs de comics. À l'époque où, je le rappelle, aux États-Unis, les États du Sud sont encore ségrégés, en fait. En fait, il y a des lois, en fait, qui relèguent les citoyens afro-américains comme étant des citoyens de seconde zone, en fait. Donc, tu vois, là, l'aspect politique, il est présent vraiment très rapidement dans les comics dès le début, en fait. Et puis, je sais pas, je vais peut-être te laisser poser une question parce que Ouais, mais puis non, mais t'inquiète, c'est super intéressant de façon d'en discuter avec toi. Puis là, on te laisse aussi nous exposer vraiment la chose. Mais je me rappelle aussi que dans de premières aventures, Superman aussi s'en prend par exemple à un mari qui bat sa femme. Donc tu vois aussi un engagement social sur des thématiques qui sont pas du discours, on va dire racial ou on va dire éthique par rapport au code du travail, mais aussi sur l'égalité femmes-hommes. ouais, puis il détruit un moment des taudis. Alors, on se dit, oula, il détruit les taudis, mais sauf qu'il détruit le taudis, il fait, maintenant, on va construire des habitations bien pour que les gens puissent vivre dedans, quoi. Donc, parce qu'à l'époque, bon, dans les grandes villes américaines comme New York, les taudis, bon, je pense que plus aujourd'hui, on pourrait en parler aussi, mais les taudis, c'est une réalité, en fait, qui est terrible, en fait. Donc, et donc, voilà, donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a un autre exemple qui est archi célèbre maintenant, en fait, c'est Captain America. Captain America qui est créé par Joe Simon et Jack Kirby fin 40, début 41. La couverture de Captain America Comics, elle est datée, enfin, le premier numéro, c'est daté de mars 41, mais bon, ça a été publié un peu avant. Et ben, concrètement, on voit Captain America en train de mettre une grosse pêche, en fait, à Hitler, en fait. Donc, bon, c'est avant l'entrée en guerre des États-Unis. Donc, les États-Unis entrent en guerre en décembre 41 après Pearl Harbor. Là, on a deux auteurs qui sont encore une fois des auteurs d'origine juive, en fait, donc Kirby et Simon, qui prennent clairement une position antifasciste à une époque où les États-Unis, une partie de l'opinion américaine n'est pas complètement d'accord pour s'engager dans la guerre, même si bon, ça commence un peu à faire ça, l'idée commence à faire son chemin. Il y a aussi, on est à New York, enfin, c'est des gens qui sont des auteurs, Simon et Kirby sont des auteurs qui sont new-yorkais. En 39, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un rassemblement du parti nazi américain, en fait, le Bund germano-américain, c'est comme ça qu'il s'appelait, à New York. Quand je dis rassemblement, c'était pas 300 gugus, c'était 20-25 000 personnes, en fait, au Madison Square Garden. Donc il y avait un vrai rassemblement nazi avec uniforme et tout le bateau, et tout le tintouin et tout. Donc il y avait vraiment cette idée, voilà, il y a vraiment une idée, voilà, très forte, en fait, voilà, en tout cas un danger d'extrême droite très fort aux États-Unis. Et là, en faisant ça, en montrant justement Captain America en train de frapper Hitler, c'est une prise de position politique très forte qui d'ailleurs va devoir à Kirby et à Simon des menaces de la part de militants nazis américains. On va même aller menacer. Alors ça, on ne sait jamais. Moi, ça a été raconté dans les mémoires de dans une biographie consacrée à Kirby. Donc, je ne sais jamais si c'est un peu un mythe ou si c'était enjolivé ou pas, quoi. Mais il paraît qu'il y a des types qui seraient venus en fait au bureau de Timely Comics. Timely à l'époque, c'est le nom de Marvel à l'époque, et qui seraient venus au bureau de Timely Comics à New York
pour dire ouais, alors c'est ce qu'il est là, Jack Kirby, il a qu'à descendre parce que nous on est des vrais Ariens et puis on va lui casser la gueule, on va lui montrer voilà. Et Ça n'a donc pas trop changé aujourd'hui. Kirby qui était un type qui venait de la rue en fait, hein, qui avait grandi dans la rue à New York et tout, hein, qui était un dur. Hein. Il a paraît-il pris une batte de baseball hein, quand tu l'as pris ça, puis il a commencé à descendre pour aller s'expliquer de manière non verbale. Et puis les types étaient, en fait, il est arrivé, les types étaient pas là quoi. Donc après, je sais jamais si on saura jamais si c'est vrai ou pas. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est que Kirby, c'est possible parce que Kirby après, il va être militaire. Il va faire la guerre. Hein, il va notamment participer à la bataille, à la bataille des Ardennes en fait. Hein, donc Oh, il va perdre tous ses potes qui étaient dans le même régiment que lui. voilà, donc c'était pas un type, on n'est pas chez nous, voilà, on n'est pas dans un, c'est un type qui a connu des choses quand même assez dures, quoi. D'ailleurs, on retrouve je crois je sais plus dans les années 60, hein, on retrouve, il y a une image où Captain America se lève en pleine nuit en train de faire des cauchemars et il appelle Bucky, hein, son compagnon, en fait, hein, son copain pendant la guerre. Et là, assez nettement, c'est sans doute Kirby qui parle de lui-même et qui parle de ses cauchemars qu'il doit encore faire en fait par rapport à la guerre. En fait, voilà. Donc, bon, ça oui, en fait, tout ça, ça montre bien que dès le début, et puis on parle même pas de Wonder Woman, hein, ça on pourra en parler pendant des heures. Où là, Wonder Woman est clairement un comics qui est ouvertement féministe dès le début et qui est pensé comme tel par son créateur William Moulton Marston. Et ça va même très loin dans le propos politique hein, pour le coup. Hein. Donc ça c'est où on a Moulton Marston, en plus c'est intéressant parce que Moulton Marston il est un peu hors cadre. Hein. C'est un type à l'origine c'est pas quelqu'un qui vient, il n'est pas originaire de l'immigration récente. Il est d'une vieille famille américaine WASP, hein, donc famille protestante classique, plutôt bourgeoisie moyenne. Il est prof à la fac et tout, voilà, donc il est prof de psychologie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Moulton Marston a une théorie. Après, il reprend un peu du Freud là-dedans et tout. Et il dit en gros, pour lui, le futur est incarné par la femme. Parce que l'homme, en fait, c'est la violence, c'est la guerre, et la femme, c'est l'amour et la paix. Alors évidemment, aujourd'hui, les féministes ne seraient pas d'accord avec ça, parce que le féminisme a évolué. Hein, donc, mais il y a cette idée-là, en fait, hein, Moulton Marston, c'est un féministe à l'époque, en fait, hein, et pour lui, quelque part, il fait un peu son Superman à lui, mais version féminine. Un Superman, il amène le futur aux États-Unis hein, en venant d'une autre planète. Hein, donc voilà, comme quoi, voilà, c'est toujours l'idée que le futur va amener forcément un progrès qui sera à la fois technologique, mais aussi social, politique. Et ben là, Moulton Marston, il fait amener le futur, non pas par un homme qui vient d'une autre planète, mais par une femme qui vient d'une île cachée. Alors aujourd'hui, hein, dans les films Wonder Woman ou même dans les comics, généralement l'île en question, c'est plutôt une île avec de la magie, avec un peu avec les Amazones et tout. À l'époque, dans les premiers comics, hein, l'île des Amazones, qui s'appelle l'île du paradis à l'époque, c'est une île qui est une espèce d'utopie en fait, un futuriste en fait, où il y a plein de technologies et tout. Et donc Wonder Woman, en débarquant aux États-Unis comme ça, au tout début de la guerre, elle est là pour ramener quelque part les États-Unis dans ce futur qui sera à la fois progressiste mais aussi féminin, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand il imagine Paradise Island et le fait que du coup sur une île où il y a que des femmes et que c'est là en fait où tu trouves justement un développement technologique aussi qui est plus abouti que dans le monde des hommes, bah, ça va de pair avec cette idée que la femme est vraiment le futur, puisque justement sur une île où du coup bah, il n'y a pas eu d'hommes, c'est là en fait que bah, tout est mieux alors. Ouais, c'est un peu ça. Puis en plus, il y a l'idée, les gens qui vont s'opposer à Wonder Woman, hein, enfin son ennemi principal à l'époque, c'est Mars en fait, hein, c'est le dieu Mars. Qui en fait, on se rend compte qu'il est derrière en fait les puissances de l'Axe, hein, comme l'Allemagne ou le Japon ou l'Italie, quoi. Donc il y a vraiment cette idée un peu. Et même il y a une couverture qui est assez célèbre. Hein, maintenant, c'est Wonder Woman numéro 7 qui date. Alors ça, de tête. Hein, c'est des quêtes de 43 à mon avis. Hein, donc où on voit. Il y a marqué Wonder Woman sur la couverture, c'est Wonder Woman for President, hein, Wonder Woman présidente. Hein. Bon, on n'y est pas encore. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le comics à l'intérieur, on se rend compte que Wonder Woman va dans le futur, en fait, en l'an 3000,
et les États-Unis sont dirigés par une femme. Et les États-Unis sont devenus une utopie, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là Hein, pardon? Non, je disais plus que 1000 ans à attendre et c'est bon, tu vois. Oui, ou un peu moins, j'espère quand même. Donc, voilà. Donc, mais en fait, voilà. Après, encore une fois, hein, c'est des propos qui aujourd'hui, c'est un peu du féminisme à l'époque, en fait. Hein. Donc, c'est du féminisme de l'époque, hein, mais voilà, quoi. C'est des propos qui, à l'époque, détonnent, en fait. Hein. Ce qui explique qu'après, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un retour de bâton très fort quand l'Amérique, hein, qui pendant les années Roosevelt, en gros, entre et les années Truman, en gros, entre 32 et 46 sont très progressistes, mettent en place les politiques comment, de l'époque, les politiques publiques de l'époque sont très progressistes, sont presque social-démocrates. Voilà, donc voilà, il y a des programmes d'aide alimentaire et tout. Voilà. Et quand il va y avoir un retour de bâton conservateur à partir de 46, notamment suite au début de la guerre froide. Et là, culturellement, les cibles, on va d'abord attaquer Hollywood, hein, donc en disant voilà, Hollywood est un repère de gauchistes, machin et tout, de communistes, etc. Et puis on va aussi attaquer les comics. Hein, donc il va y avoir en fait des propos extrêmement durs par rapport aux comics. Et un des comics qui va être le plus ciblé, c'est Wonder Woman en fait. Hein, donc bon, d'autant que le créateur, Moulton Marston, meurt en 47. Donc, il sera plus là pour se défendre, en fait. Hein, donc, Oui, on va l'accuser d'être une héroïne lesbienne, notamment, et de promouvoir ça auprès des jeunes femmes. notamment. Et en plus, alors, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais à l'époque, il y a tout un propos qui dit, qui assimile hein, l'accusation de communisme à l'homosexualité en fait. Donc voilà, voilà, donc c'est pareil. Batman va être attaqué. Batman va aussi être accusé sur le même mode et tout. Et puis, ce qui fait qu'il y a beaucoup de super-héros qui vont disparaître hein, dans ces années-là. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que par exemple dans Watchmen, hein, donc dans le comics, et puis aussi on le voit d'ailleurs au début du film de Snyder. Dans le générique de début, il y a tout un passage en fait qui parle de ça en fait. On dit voilà, sauf que c'est retranscrit dans l'univers des Watchmen, mais avec la silhouette. Voilà, avec la silhouette, on montre bien en effet qu'au début des années 50, il y a une répression terrible qui s'abat sur les super-héros. Et c'est uniquement au début des années 60 que ça va revenir en fait un petit peu quoi. Donc et sauf que ça parle de la vraie histoire des comics. Où, en effet, des comics de super-héros où en fait il y a une espèce de serrage de vis très très dur. Il y a même une commission d'enquête sénatoriale. En fait, ça va très loin en fait. Hein, donc par rapport aux comics, ce qui va pousser les éditeurs à adopter ce qu'on appelle le Comics Code, hein, donc le code des comics, en gros, qui est une espèce de système d'autocensure. Et puis ça va durer. Le Comics Code a été adopté, je crois, enfin a été aboli dans les années 2000. Hein, mais bon, il y a plus grand monde qui le suivait de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant 20 ans, le Comics Code va vraiment mettre les comics sous une chape de plomb. Et puis quand même, à partir des années 60, notamment avec les éditions Marvel, en fait, hein, les éditeurs vont commencer à trouver des moyens de contourner ça. Et puis ça va exploser à partir des années 70 quand il va y avoir de plus en plus de comics underground. Et puis aussi les comics les magasins de comics où on va vendre directement les comics à un public de fans. Ça, c'est un grand changement parce que le Comics Code, en fait, le Comics Code, c'était une obligation pour pouvoir vendre la publication en kiosque. Hein, en kiosque, c'est-à-dire en kiosque ou aussi dans les magasins aux États-Unis, ça passait pas mal par les épiceries, par exemple. Donc, et quand, dans les années 70, il y a les boutiques qui vont apparaître, hein, les boutiques de comics, les boutiques spécialisées, qu'on connaît maintenant tous aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il y en a même en France. Hein, donc, là, pour le coup, il y a plein d'éditeurs qui vont dire, bah, tiens, on n'a plus besoin du Comics Code pour vendre aussi à ces fans-là, en fait, qui, eux, vont aller directement dans ces magasins-là. Donc, on va créer des comics, en fait, voilà, on peut contourner le Comics Code, hein, ce qui va donner d'ailleurs des très grands comics. Hein, donc, voilà, quoi, donc Juste, William, du coup, on parle du Comics Code, on a été un peu vite. Je me souviens d'un truc que j'avais notamment noté quand il y avait eu les fameuses audiences sur le fameux bouquin La séduction des innocents, William Gaines qui était apparu, etc. Il y avait aussi dans le Comics Code un truc que beaucoup de gens sous-estiment, c'est aussi la portée ethnique de cette censure-là, qui justement n'aimait pas trop l'idée de mettre des personnages de couleur en avant.
Notamment, il y avait l'exemple d'une série d'astronautes où en fait un personnage casqué comme un cosmonaute justement vivait une aventure. À la fin, on révélait qu'il était noir dans le futur et le capitaine d'une espèce humaine en déliquescence. Et ça, à l'époque, ça avait aussi fait grand bruit. Est-ce que justement, on peut pas considérer que le Comics Code, ça a un petit peu freiné enfin, tout l'impact politique qu'avaient justement les premiers auteurs de l'âge d'or dès l'âge d'argent? Ah bah complètement, je pense qu'il y a eu une chape de plomb en fait, très nettement, parce qu'en plus à l'époque, quand tu regardes les comics, euh, quand tu regardes les comics de l'époque, donc vraiment les publications comme elles sont faites à l'époque, les séries qui étaient consacrées aux super-héros sont remplacées, parfois même s'il reste des super-héros parfois, dans les fascicules, les séries, il y avait parfois plusieurs super-héros dans un même fascicule. Et ben dans les séries après, ça va devenir des séries de western ou des séries de romantiques à l'eau de rose et tout. Donc voilà, oui, très nettement, ça va freiner le discours des comics. Et alors après, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, en quelques années, mine de rien, en l'espace de 10 ans, les auteurs de comics vont trouver une parade. Parce que, alors après, encore une fois, ça n'empêche pas, parce que pareil, faut pas non plus voir tout de manière un peu binaire, quoi. Par exemple, Ouais, parce que j'allais vraiment te dire, mais est-ce que ça veut dire que vraiment pendant le Silver Age, que absolument toutes les publications étaient aseptisées d'un quelconque message, c'était pas non plus le cas? non, mais parce que tu vas avoir des messages, mais même parfois chez les auteurs qui après vont avoir des discours plutôt progressistes, qui vont d'ailleurs, par exemple, un type comme Stanley. C'est intéressant Stanley parce que euh, c'est lui et d'autres, donc parce qu'après on pourra discuter pendant des heures sur est-ce que Stanley est tout écrit ou pas, mais bon voilà, on va pas se lancer là-dessus, sinon bonjour le mal de tête, mais Ce sera une autre émission. voilà, voilà. Mais le truc, c'est que Stan Lee, qui après va être de ceux qui va soutenir la création de super-héros noirs, de super-héros de couleur à partir de Black Panther. euh, Quand on regarde bien les publications Marvel, par exemple en 63, 64 et tout, par exemple les premiers épisodes d'Iron Man ou les premiers épisodes de Thor, c'est ultra anticommuniste, mais limite c'est presque primaire en fait, voilà. Donc il y a des voilà, donc ça représente, il y a parfois, je crois que c'est dans une version d'une des premières apparitions de Thor où en fait il affronte une espèce de Che Guevara de pacotille, réfugié dans un château, voilà. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça en fait, c'est pareil quand on voit Iron Man affronter le mandarin c'est par rapport en fait, voilà, c'est la peur en fait de la Chine communiste, voilà. Donc avec en plus des relents d'imagerie qui viennent de Fu Manchu, qui sont très nettement racistes, voilà. Voilà. Donc après ça, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les propos des comics, ils sont assez complexes en fin de compte. Donc ça dépend des sujets. Et puis c'est pareil, au début de la guerre du Vietnam, les comics, enfin la plupart des éditeurs de comics soit n'en parlent pas, ce qui est généralement le cas, soit on en parle de manière détournée pour soutenir le Vietnam. Et c'est uniquement au fur et à mesure de la guerre, et au fur et à mesure que le public américain commence à percevoir, que l'opinion américaine commence à basculer contre la guerre du Vietnam, c'est-à-dire en fait 69, tu vois, 70 en fait, où là en fait les comics aussi prennent position où on parle en fait de la guerre. Donc C'est-à-dire que les éditeurs avaient peur de prendre position auparavant ou les auteurs voulaient pas non plus s'afficher? c'est compliqué, parce qu'en plus, enfin, je pense que là, après, il faut voir auteur par auteur, mais après, il faut bien comprendre que les auteurs de comics, un type comme Kirby, prenons un type comme Kirby, Kirby, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour lui, voilà, et je pense qu'il comme beaucoup de vétérans, d'hommes de son âge, en fait, pour lui, intervenir au Vietnam, c'était, alors je dis ça, enfin, voilà, j'étais pas dans la tête de Kirby, en fait, mais c'était pas scandaleux, en fait, c'était l'Amérique qui allait défendre la démocratie ailleurs, quoi. Donc voilà, voilà, je pense qu'il y a une partie de, tu vois, ça reste, et puis il va y avoir aussi une partie en effet de dire bon, on va pas risquer de s'attirer les foudres de la censure. Voilà, on va rester, voilà, on va rester patriote. On va dire voilà, il faut combattre le communisme et tout, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir un changement assez rapide en fin de compte. Tu vas avoir en fait les auteurs et les éditeurs vont s'adapter assez rapidement, à la fois, je pense, parce que leur opinion va changer, mais aussi parce que tout bêtement, en fait, il vaut bien que leur lectorat change aussi, en fait. Tu vois, c'est un phénomène assez complexe, quoi. Donc, ils vont pas vendre à une jeunesse en 69 qui est majoritairement anti-guerre, ils vont pas leur vendre les exploits de Captain America
et quoi que même en plus, hein, je crois qu'une des dernières aventures où on voit Captain America au Vietnam, c'est 68. Tu vois, donc tu vois, c'est pas si, je pense que il faut voir au cas par cas, à mon avis. Hein. Donc, voilà, quoi. Je sais aussi qu'il y avait il y avait aussi Daredevil à un moment qui est montré au Vietnam, en tout cas de faire une tournée de soutien aux troupes au Vietnam et tout. Donc tu vois, à mon avis, il faut voir au cas par cas, quoi. Donc, Ok. mais dans ce Daredevil là, il faudrait que je retrouve la date hein, pour le coup. C'est un flashback parce que c'est un vétéran noir qui a perdu la vue en sautant sur une mine. Et Daredevil, en faisant un spectacle, en fait, pour soutenir les troupes au Vietnam, il voit le type perd la vue en regardant Daredevil. Et puis, Matt Murdock le retrouve quelques années plus tard à New York. Hein. Donc, voilà. Mais ça, voilà. Encore une fois, les comics vont parfois devancer politiquement l'opinion américaine et parfois vont la suivre ou vont exprimer en fin de compte des bouleversements de la société américaine en fait. Hein. Et ça, clairement, le Vietnam, c'est un moment phare en fait. Hein. Euh, je pense aussi, il y a deux cas qui sont intéressants, qui sont deux cas miroirs en plus. Hein. C'est Captain America et le Punisher. Captain Mm. America, c'est notamment le run de Secret Empire hein, du premier donc, en 74 où il s'aperçoit qu'il y a un complot qui est en train de détruire l'Amérique. Et puis il remonte peu à peu les responsables du complot et il finit par trouver le grand coupable qui est dans la Maison Blanche. Voilà, il le Mm. poursuit dans la Maison Blanche et on voit pas, à un moment, on voit qu'il enlève son masque, hein, il enlève le masque du type et tout, mais on voit pas le dessin montre pas le visage du type. Et là, Captain America horrifié, on voit le visage du type et dit non, c'est pas possible, c'est vous, c'est vous. Et en fait, on n'a pas le temps de savoir qui c'est parce que le type se suicide en fait. Voilà, donc, et en fait, tout le monde comprend à l'époque et on comprend aujourd'hui assez facilement en regardant le contexte hein, que c'est Nixon en fait. C'est Nixon Oui. pendant le Watergate, donc qui a été obligé de démissionner président américain, le seul président, oui, non, pas le seul, mais en fait pas le seul qui était impeached, mais en fait voilà, en tout cas il a été forcé à démissionner en 74 hein, pour un scandale voilà où en fait il écoutait ses adversaires politiques. Et en plus, voilà, donc c'est un scandale qui a vraiment remué l'Amérique à l'époque. Et ça se retrouve dans les comics, en fait. Hein, où là, Oui, c'est là que le Captain America devient le nomade qui renonce au drapeau américain. Ouais. exactement, il dit j'ai plus de pays, en fait. Hein, je ne reconnais plus mon pays, quoi. Donc c'est un geste très fort en plus. Hein, donc bon, il va le retrouver quelques numéros après. Mais c'est une manière, je pense, que c'est pour les auteurs de comics de l'époque, de marquer le coup en disant il s'est passé quelque chose de grave, quoi, en fait. Voilà, donc, et je pense à un autre. Donc, alors, c'est intéressant parce que Captain America, c'est un vétéran de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un autre type de vétéran. Donc là, c'est plutôt le vétéran positif. Hein. C'est le vétéran qui a lutté pour la démocratie, voilà, qui a chassé les nazis, etc. Et tout. Voilà. Et il y a le vétéran, on va dire, de la guerre maudite, hein, de la guerre mauvaise, en fait, la guerre que non seulement l'Amérique a perdue, mais qui a vite apparu comme une guerre en fait qui a été menée pour de mauvaises raisons. Donc c'est la guerre du Vietnam et le mauvais vétéran c'est le Punisher hein, donc, qui apparaît en 74 au début comme un super vilain d'ailleurs hein, donc il tente de tuer Spider-Man et en fait il s'aperçoit en fait c'est un type qui revient du Vietnam et qui pète un plomb en disant voilà moi je suis là pour nettoyer la racaille quoi en fait la racaille étant évidemment les criminels et les criminels hein, dans l'esprit de l'époque hein, c'est évidemment les minorités noires ou latinos qui peuplent les grandes villes. Et tout au long des années 80-90, le Punisher, et même aux années 2000, en fait, le Punisher va avoir un parcours qui fait écho en fait, à toute cette Amérique conservatrice qui dit en gros il y a trop de crimes dans les villes et la seule manière de régler le crime, c'est un coup de gros flingue. Quoi. Donc, Ouais, mais c'est amusant d'ailleurs que tu dis ça, William, parce que enfin, on sait qu'aujourd'hui, le symbole du Punisher, notamment suite au film American Sniper de Clint Eastwood, dans lequel le sniper qui est représenté est un fan du Punisher, et voilà, Chris Kyle lui-même est devenu une sorte d'icône pour l'Amérique de droite, pro-invasion de l'Afghanistan, on va dire. Aujourd'hui, le logo du Punisher, on le retrouve dans des rallyes fascistes, dans des rallyes d'extrême droite, sur des forums complotistes, voilà, et puis aussi, évidemment, par les policiers violents. ouais, mais même, c'est au-delà de ça. En fait, ça se retrouve
même surtout sur des voitures de police, etc. et tout. Donc, ça s'est même retrouvé en France. Hein. On a retrouvé ça sur des matraques de policiers, par exemple, et tout. Donc, il y a vraiment l'image, en gros, du discours ultra sécuritaire. En gros, le crime, on lui met 2 balles dans la tête, puis voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis ça fait écho aussi à tout le débat c'est intéressant parce que dans les années 60, la droite américaine est pour le contrôle des armes à feu, en fait. Hein. Donc, la NRA, donc la section qui fait beaucoup parler d'elle, hein, donc, qui est aujourd'hui pro-flingue à fond et tout, la NRA dans les années 60 dit non, il faut limiter le port d'armes. Et ceux qui disent nous, on veut des armes à feu, ce sont plutôt les militants afro-américains comme les Black Panthers en disant on veut des armes à feu pour pouvoir se défendre contre les violences policières. Et dans les années 70, tu as un bouleversement complet du discours où en fait, d'un côté, en gros, les militants afro-américains disent non, mais en fait, voilà, on va se calmer sur les armes à feu. Mais par contre, de l'autre côté, il y a toute une frange de l'Amérique blanche, notamment très conservatrice et généralement assez aisée, qui dit en gros, les villes, l'intérieur des villes, hein, vous savez, généralement, aux États-Unis, les gens aisés habitent dans les banlieues, en fait, hein, ce qu'on appelle les suburbs. Et vraiment, les centres-villes sont justement peuplés par des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, quoi, donc dans des appartements et tout, quoi. Et donc, ces gens-là disent, les gens des suburbs, ils disent, oula, on a peur de ce centre-ville, il y a plein de criminels et tout, donc il faut s'armer pour résister contre les criminels. Et c'est à la fin des années 70 où on a cette espèce de politisation du discours, en gros, qui dit, voilà, il faut de moins en moins limiter le port d'armes, en fait. Hein. Qui est aujourd'hui devenu un discours voilà, qui pose évidemment beaucoup de problèmes avec tous les types qui se baladent avec des flingues aux États-Unis et qui font des carnages. Quoi. Donc, le truc, c'est que. Mais pourtant, oui, enfin, vas-y, finis. Ouais, juste le Punisher, il accompagne ça, en fait. Le Punisher, la transformation du Punisher en super-héros accompagne ce discours, en fait. Et Oui, parce que j'ai quand même souvenir que Jerry Conway, qui a co-créé le Punisher, en fait, quand il voit que ce symbole est réutilisé maintenant par des gens ultra violents et tout, il est là pour dire que non, c'est pas dans ce but-là et c'est pas avec cette idéologie que le personnage a été créé. Bien sûr. Que c'était plutôt pour montrer des défaillances du système américain et pas les mettre en avant et les glorifier. Et après, de toute façon, il y a aussi des gens, moi je pense à la série Punisher, donc, qui était sur Netflix. Là, la série Punisher, elle est beaucoup plus mesurée, quoi, en fait. Hein. La série Punisher, en fait, parle beaucoup plus, à mon avis, en effet, des défauts ou du côté très sombre de l'Amérique, notamment le fait que les vétérans soient abandonnés, en fait, à leur sort ou sont mal dans leur peau. Voilà, donc ça parle beaucoup du sort des vétérans, plus que du délire sur les armes, en fait. Hein. Donc, et généralement, le Punisher, comme il est montré dans la série, c'est pas un type engageant, quoi, en fait. Voilà, donc on a envie de tous se cotiser pour les payer des séances de psy, en fait. Voilà, donc et beaucoup si possible. Donc voilà, donc et ça pour le coup c'est hyper, enfin voilà, un personnage comme ça, il est hyper intéressant parce qu'il révèle en fait encore une fois des évolutions de la société américaine et les échos qu'on peut en trouver dans les super-héros avec l'effet qui a une espèce d'effet en fait un peu un cercle en fait, hein, où en fait le super-héros incarne quelque part des évolutions politiques de la société américaine, mais en même temps on va les inspirer aussi parce que il y a plein de gens, comme tu l'as dit, qui vont prendre le symbole du Punisher, cette tête de mort en fait, hein, que le Punisher affiche sur son torse, comme un symbole politique. Quand on lit les mémoires de Chris Kyle, hein, donc American Sniper, c'est un peu flippant parce que Chris Kyle, qui était un soldat engagé en Irak pendant la seconde guerre en Irak, il a des propos, mais qui sont enfin, il dit en gros, en gros, je paraphrase en fait, hein, mais il dit voilà, tous les Arabes que je vois, c'est des criminels, voilà, c'est des sauvages, il faut leur régler, enfin voilà, et la seule manière de leur répondre, c'est avec un flingue, quoi. Donc, et il se pense comme une espèce de puni. En fait, il dit voilà, on met le symbole du Punisher pour faire peur aux gens, pour leur montrer que c'est nous les justiciers, quoi. En fait, voilà. Donc, c'est là où c'est un peu frappant, c'est intéressant, mais en même temps c'est un peu flippant de voir l'effet que peut avoir en fait un comics en fait sur le réel en fait, hein, même sur les discours politiques. Et d'ailleurs dans le film d'Eastwood d'ailleurs c'est marrant parce qu'à un moment on voit même un des copains de Chris Kyle qui lit un comics du Punisher, en train de lire un comics du Punisher alors qu'il est en train de parler avec Chris Kyle, enfin avec l'acteur qui joue Chris Kyle, voilà. Donc c'est une espèce de cercle en fait qui est intéressant de voir à quel point les comics ils accompagnent le réel, mais ils l'influencent aussi, quoi. Donc, il y a un autre personnage qu'on n'a pas trop évoqué depuis le début de ce podcast et qui est aussi quelque part un ami de la police, des forces de l'ordre. C'est Batman, évidemment. Voilà, Batman qui est un petit peu
nous, on fait un travail de journaliste de comics. Du coup, on est régulièrement confronté à des gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'histoire politique, qui veulent des histoires apolitiques neutres. Et l'exemple qu'ils prennent souvent, c'est justement Batman, qui est cette espèce d'univers figé, gothique, comme tu dis dans ton bouquin, très chevaleresque, justement. Alors, avant Frank Miller, est-ce qu'il y a de la politique dans Batman? Est-ce qu'il y a des prises de parti aussi fortes que chez Wonder Woman, Captain America ou Superman? Et comment ça se traduit? C'est intéressant parce que Batman, alors, à mon avis, Batman, il plonge, c'est une imagerie. Alors, c'est pas un propos politique explicite, comme il peut y avoir, par exemple, chez Wonder Woman ou chez Captain America. Euh, D'ailleurs, Batman, dans mes souvenirs, il affronte pas trop les nazis pendant les années 40, en fait. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va être mis en avant dans ces histoires. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça plonge dans un imaginaire qui est un imaginaire assez ancien, qui date du 19e siècle, hein, dans la littérature populaire du 19e siècle, qui tend à représenter les bas-fonds des villes, des grandes villes, donc Paris, Londres, New York, comme un lieu terrifiant, tellement terrifiant que c'est pas peuplé de criminels, mais de monstres. Les monstres envoyant à l'imagerie médiévale, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a tout un truc là-dessus, en fait, hein, notamment par rapport. Voilà, donc, et voilà, et par rapport notamment vraiment, il y a même des auteurs qui écrivent dessus en disant voilà, enfin, les auteurs de polar parfois disent ouvertement que le détective c'est un nouveau chevalier face au nouveau monstre en fait voilà donc face au nouveau barbare en fait le nouveau barbare étant les criminels des grandes villes quoi donc et on est dans un imaginaire toi un imaginaire en fait à la fois on est assez conservateur hein, parce que ça tend à imaginer le peuple comme les couches populaires comme des monstres en fait voilà donc voilà comme des gens qui sont forcément angoissants quoi donc et Batman reprend complètement ça quoi en fait dès le début il y a... Avec cette imagerie aussi, mais tu vois, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que tu peux avoir un peu une double lecture aussi de ce super-héros, c'est-à-dire que d'un côté, tu as quand même quelqu'un qui va, comme beaucoup de héros, simplement voler au secours de la veuve et de l'orphelin, pour le dire comme ça, et qui, en fait, voilà, protège les plus faibles et les plus démunis. Et d'un côté, tu as aussi cette lecture de se dire, mais en fait, c'est quand même un gars qui est multimillionnaire, qui est milliardaire, en fait, qui est l'énorme riche, l'élite, qui va aller casser la gueule, en fait, de tous les pauvres qui sont dans les bas-fonds de la ville. Et ça en fait un héros vachement plus de droite d'un coup. Hein. Oui, alors après, c'est là où ça devient compliqué, c'est que vu que, en fait, Batman, dans les années 50, est aussi taxé, comme Wonder Woman, d'homosexualité. Et alors, il y a des images qui pourraient laisser le champ libre à l'interprétation ou pas. Quoi. Donc, parce qu'il partage le même lit avec Robin. voilà, Quoi. par exemple, et tout. Voilà. Donc, ou aussi, à un moment, on le voit en train de bronzer, quasiment nu avec Robin, sous des lampes et tout, de bronzage et tout. Quoi. Donc, bon. Après, le truc, c'est que les auteurs qui ont fait ça sont morts. Voilà, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Bon, le fait est qu'en plus, dans les années donc, on va créer Batwoman en fait exprès pour donner à Batman un semblant de famille hétérosexuelle, voilà, donc histoire de rassurer tout le monde, enfin rassurer tout le monde, rassurer des conservateurs, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, Batman, c'est quand même assez kitsch en fait, et justement tout le côté kitsch, le côté de déguisement, qu'il n'y a pas trop, qu'il y a moins chez Superman en fait, hein. Mais le côté de déguisement de Batman avec le masque, et la cape et tout, il y a des gens de la communauté homosexuelle qui à l'époque est assez underground en fait, qui vont s'emparer de ça en disant en fait Batman, c'est un héros un peu kitsch, un peu camp, hein. Camp, vous savez, c'est l'image un peu paillette et tout, voilà, donc on se déguise, voilà, donc, et donc ils vont faire un héros un peu queer en fait, un peu voilà, un héros du déguisement, voilà, l'imagerie gay va reprendre Batman. D'ailleurs, il y a Andy Warhol, donc qui est un artiste cinéaste de l'avant-garde new-yorkaise qui était proche des milieux LGBT, hein, donc lui-même voilà, donc lui-même gay en fait et qui va faire un film expérimental en 64, je me souviens, qui s'appelle Batman Dracula en fait. Donc, voilà, donc il y a tout un truc comme ça. Et même dans la série des années 60, hein, enfin moi j'ai grandi avec cette série parce qu'à l'époque c'était diffusé sur Canal+ dans les années 80, donc ouais, c'était un peu, mais c'était assez marrant parce que la série des années 60, hein, donc où là on a un Batman un peu bedonnant, pas du tout musclé, qui est complètement rigolo, qui fait un peu les couillons qui fait un peu le couillon avec Robin. Hein, il y a toujours cette blague, je crois que c'est dans le premier épisode où Batman arrive avec la Batmobile devant l'hôtel de ville. Il monte en courant vers l'hôtel de ville, tout à coup Batman il s'arrête, il fait Robin, tu ne crois pas qu'on a oublié quelque chose?
Et Robin fait non, quoi, Batman? Il dit on a oublié de mettre de l'argent dans le parc Met. Alors hop, ils redescendent, puis ils vont mettre de l'argent dans le parc Met. Donc c'est hyper drôle en fait comme série. Mais cette série justement, elle est adorée dans les milieux LGBT parce que ça donne une image complètement en fait, complètement en fait, complètement camp, complètement kitsch en fait de Batman. Et voilà, et Batman à l'époque c'est un super-héros assez contre-culture, assez jeune, etc. et tout quoi. Donc, et en fait, ce qui va se passer, c'est que et c'est un peu le mouvement que va parachever en fait Miller, c'est que dans les années 70, on va redonner à Batman un côté dark, un côté polar, un côté sombre. Et Miller, il va terminer ça en faisant The Dark Knight en fait, où là, Batman, c'est un type âgé, musclé, dur, hyper violent et tout quoi. Donc et c'est une image dans laquelle on est encore aujourd'hui, très nettement. Quoi. Donc, il y a eu une tentative dans les années 90, avec les films des années 90, de changer un peu ça. Mais la tendance actuelle, elle est dans un Batman extrêmement, extrêmement violent, extrêmement dur, qui est en effet extrêmement conservateur en fait, dans ses choix politiques, en disant voilà, en gros, le crime, on le traite en lance-flamme. En fait, voilà. Donc, voilà. C'est le Batman qui est assez dominant aujourd'hui, même si je lis pas toutes les aventures de Batman parce que voilà, il y en a beaucoup, mais il peut y avoir des exceptions, mais c'est le Batman. Je pense que on a atteint un peu le summum avec le Batman de Ben Affleck en fait, donc où là on voit Batman qui marque au fer rouge les criminels en fait avec son blason de la chauve-souris en fait, donc ça fait très médiéval en fait, voilà, marqué au fer comme ça les criminels et tout, donc il y a vraiment il est assez moi je trouve que le Batman de Ben Affleck il est flippant en fait, au début en fait on est là genre ok, je pense on va appeler le psy du Punisher, puis on va aussi payer des séances de psy à Batman. Je pense que ça devient urgent. Quoi. Donc, voilà, donc ça c'est intéressant, même si après, il ne faut pas mettre Batman, encore une fois, dans un moule. Ça dépend des époques aussi. Voilà, donc, ça dépend des gens qui vont s'en emparer. Quoi. Donc, je ne sais pas, ça se trouve dans 20 ans, voilà, j'en sais rien, on va avoir un Batman qui va, je sais pas, qui va être beaucoup plus cool, qui va plus rien avoir et tout, je sais pas. Ok, mais enfin après je demandais ça parce que justement si tu prends le différentiel, on est qu'à quelques années d'écart quand même. Steve Rogers par exemple chez Marvel, bon, c'est un petit gars du Queens, voilà, bon effectivement il a des pouvoirs mais il y va un peu avec ses couilles pour casser la gueule des nazis quoi. À l'inverse, Batman c'est quand même justement dans l'imaginaire médiéval on va dire une sorte de seigneur, c'est le seigneur de Gotham City, c'est le chevalier vengeur. Il est dans un univers très monochrome et enfin je veux dire en termes de couleur de peau, il travaille beaucoup avec la police et aujourd'hui justement probablement aussi parce qu'on a eu la lecture de Ben Affleck, on en revient un peu à interroger cette figure dans un spectre politique en disant Batman, en fait, quelque part, c'est un héros de l'establishment, c'est un héros pro-flic, et qui, quelque part, peut-être ne se positionne pas assez sur des trucs comme les scandales de violence policière, la corruption des élites, etc. Bah, en fait, t'as quand même un double discours parce que tu l'as même par exemple dans la trilogie de Nolan, si tu regardes bien, tu vas avoir un discours qui est pas si monochrome que ça. Parce que dans la trilogie de Nolan, par exemple, t'as clairement une interrogation, notamment dans le même moi, il y a un moment dans le Dark Knight, en fait, donc dans le deuxième où il y a le Joker, t'as un moment en fait qui est assez frappant où en fait tu vas avoir en fait la scène avec les deux bateaux en fait, qui vont exploser, avec d'un côté un bateau avec plein de prisonniers, de l'autre le bateau avec des citoyens, des bons citoyens et tout. Et puis en fait, chaque bateau peut faire exploser l'autre et puis comme ça il survit. Et puis en fin de compte, les citoyens commencent à s'engueuler en disant non mais il faut faire exploser les prisonniers, c'est de la racaille, etc. et tout. Et puis dans les prisonniers, dans le bateau rempli de prisonniers, il y a plein de tueurs et des gens comme ça. Et puis les gardiens, c'est eux qui ont le bouton pour faire exploser l'autre bateau où il y a les citoyens lambda. Et puis tout d'un coup, il y a un prisonnier, un type massif, un black qui prend la télécommande. Il fait non, laisse, moi je sais comment faire, etc. et tout. Et puis en fait, on croit qu'il va appuyer dessus, puis il jette la télécommande en fait par-dessus bord, quoi. Donc c'est parfois, tu vois, dans des Batman, je pense notamment aussi à l'épisode qui avait été fait pour les 60 ans de Batman, donc qui avait été dessiné par Alex Ross. Où Batman, en fait, en fin de compte, pareil, il est en train de tabasser des dealers de drogue. Il tombe sur un gamin, et puis il se rend compte que ce gamin, en fait, il a surtout besoin, en fait, il a surtout besoin d'éducation, en fait. Et il dit bon voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, en fait, le véritable méchant de cette bande dessinée,
c'est plutôt justement un membre de l'élite en fait, hein, donc qui magouille, voilà, donc qui voilà. Donc en fait, c'est pas si noir blanc que ça. Après, voilà, je pense qu'en effet, il y a cette image, mais qui renvoie vachement une image. euh, c'est vraiment clairement l'Amérique a un problème avec ses grands centres urbains. Notamment, ça date des années 60, 70, 80. Il y a vraiment une explosion de la criminalité qui était très forte, en fait, hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, dans les années 70, où on va redonner un peu un Batman. Il y a un Batman très dark qui va réapparaître, en fait, parce que ça correspond aussi à la réalité du terrain, en fait, hein. New York, dans les années 70, c'était un peu chaud quand même, donc, en fait, en termes de violence, en fait, hein. Donc, il y a plusieurs meurtres par nuit, en fait, donc, dans New York. Donc ça va très loin. Et donc, ça correspond aussi à cette espèce de faillite sociale, en fait, hein, donc, qui a lieu à l'époque aux États-Unis, quoi. Donc, alors après, le fait est qu'on est resté là-dessus. Et c'est clair que maintenant, aujourd'hui, avec des mouvements comme Black Lives Matter, on va dire, attends, Batman, gentil, mais en fait, il y a aussi des problèmes en fait, qui se posent en fait, par rapport à la police, quoi. Donc, mais voilà, je sais pas, encore une fois, moi, je lis pas toutes les bandes dessinées Batman. Je sais pas s'il y a des allusions à ça dans les dernières bandes dessinées Batman. C'est possible que ça existe, en fait, hein. Donc, voilà. Oui, oui, ça existe, mais dans des histoires parallèles comme White Knight, notamment une série de Sean Murphy qui parle un petit peu de la gentrification et de la violence policière. Euh, vas-y. Je pense à celle-là, mais là, c'est intéressant parce que c'est inversé, en fin de compte, hein. C'est un Batman inversé, quoi. Donc, mais oui, pour le coup, tu vas avoir des choses comme ça. Donc, en fin de compte, ce personnage-là, on peut aussi le prendre, voilà. Encore une fois, White Knight, ça va apparaître dans un contexte qui est différent. En fait, un contexte, c'est plus les années 70, c'est un contexte des années 2010 où là, il y a le principal problème, c'est aux États-Unis aujourd'hui. C'est pas tant il y a pas tant, enfin voilà, on se rend compte que l'un des principaux problèmes, c'est la violence policière et puis aussi c'est les problèmes en fait, hein, donc de terrorisme, mais de nationalistes blancs en fait, hein, qui ont des armes et qui font des carnages. Voilà, donc voilà, je pense que c'est assez intéressant, mais il faut remettre chaque comics va devoir être remis un peu dans son contexte pour le comprendre. Ouais. Alors, pour parler d'univers de super-héros un peu plus récent, dans les années 90, on assiste à la naissance de Image Comics. Là, du coup, se crée un nouveau pôle de création avec tout un tas de personnages. Donc, on a Al Simmons, encore une fois, un vétéran, noir en l'occurrence. Après, on va avoir The Authority, qui va prendre les figures de DC Comics, en tout cas quelques-unes d'entre elles, pour les détourner, comme Apollo et Midnighter, qui sont Batman et Superman, mais ensemble et gays. Toi, du coup, quel regard tu portes sur ces évolutions? Est-ce que ça correspond à une époque ou bien est-ce que c'est juste un devoir parodique? Parce qu'on sait que beaucoup de ces personnages-là ont un peu moins bien traversé le temps. Déjà, est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises? Non, non, mais oui, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que ça correspondait aussi, cette époque-là, ça correspondait aussi à enfin, déjà, je pense que ça correspondait à une sclérose, en fait, des deux gros éditeurs, des deux gros éditeurs, en fait, hein. Moi, quand j'étais ado, je lisais je lisais des comics dans les années 80, début des années 90. À partir d'un certain moment, j'ai décroché parce que je trouvais ça un peu. C'est à cette époque-là, on a d'ailleurs, j'oublie d'ailleurs ce dessinateur qui faisait ça parce que je veux pas trop y penser. Mais c'est à l'époque où on a des super-héros qui sont tout en muscles et tout, avec. Ouais. Rob Voilà, Liefeld. hein? Rob Liefeld. Ouais, voilà, exactement, quoi. Ça, c'est vraiment. Je pense que c'est après, bon, voilà, il y a des gens qui aiment bien. Moi, franchement, voilà, avec des meufs hyper fines, voilà, avec des seins énormes, voilà. Donc, il y a une sclérose, en fait, hein, de la part des deux éditeurs principaux, ce qui a incité, je pense, des créateurs indépendants à dire, bah, tiens, on veut écrire des histoires de comics intelligentes. Mais on peut pas le faire chez les deux grands éditeurs principaux, donc on va le faire, quoi. Donc, dans des éditeurs en fait indépendants. Le fait est que si ça a moins survécu, c'est que tout bêtement les éditeurs, DC et Marvel, ils ont repris ça à leur compte en fin de compte. Ils ont dit bah tiens, en fait c'est bien, ça marche, c'est intelligent, il y a un public pour ça, donc on va faire la même chose. Et ils ont fait la même chose en fait, hein. Quand on a au milieu des années 2000 un run comme Civil War c'est un comics profond, intelligent, qui pose des questions très politiques, en fait, hein, notamment par rapport à l'aspect sécuritaire suite aux attentats du 11 septembre, notamment par rapport au Patriot Act et tout, donc qui renforce renforce la surveillance des populations américaines et tout. Voilà, donc donc en fait les deux grands éditeurs ils vont prendre ça en compte et puis ils vont dire bah tiens on va faire nos propres séries comme ça, quoi. Et donc et c'est intéressant parce que même ces questions qui ont été soulevées par Civil War, on les retrouve même dans les films, en fait, hein.
les films, il y a des gens qui disent bon, les films, ils sont moins politiques que les comics. Peut-être. Enfin, moi, je pense qu'un film comme Captain America: The Winter Soldier, il est hyper politique en fait, parce que ça parle des excès du système de surveillance aux États-Unis, des excès en fait de la police, des services de renseignement et tout, qui vont voilà. Donc ça parle de tout ça en fait, Winter Soldier. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et dans ce cadre-là, vu que DC Marvel maintenant ils parlent beaucoup de politique, ça je pense que par exemple moi je pense que ça a été frappant quand on lit par exemple Secret Empire, donc la version 2017 de Secret Empire, où il y a une version, on va dire, fascisante de Captain America qui prend le pouvoir aux États-Unis, en fait. C'est clairement une allusion à Trump, en fait. Voilà, quoi. Et finalement, le vrai Captain America revient, en fait. Il était prisonnier, je crois, si je me rappelle bien, de la gemme de l'âme, si je me souviens bien, en fait. Il revient en fait sur Terre et puis il va latter la figure, il va latter la tronche du mauvais Captain America. Donc on est dans un discours pour le coup hyper politique, en fait. Ça va continuer, notamment avec les séries, parce que j'ai cru voir, par exemple, qu'il y a une série. Il y a une série qui va être consacrée à Miss Marvel, là, qui va sortir, je pense, je sais pas trop quand, en 2021-2022. Miss Marvel, c'est la première grande super-héroïne américano-musulmane, en fait. Voilà. Donc là, on est aussi, encore une fois, dans un discours très politique, en fait. Mais je voulais revenir un peu juste par rapport au 11 septembre, parce qu'après, effectivement, pour aborder les dernières évolutions modernes sur ce qui est abordé pas par les comics, parce qu'on avait quand même des éditeurs qui, même s'ils abordaient de façon plus ou moins claire les évolutions de la société, c'est-à-dire parler de la guerre du Vietnam, par exemple, puis aborder aussi les droits des personnes LGBT, des communautés noires ou même juste des femmes, le 11 septembre, c'est quand même l'événement sur lequel peut-être les deux Big Two vont réagir le plus immédiatement à travers leur publication, et notamment Marvel qui consacre un numéro spécialement dédié. Il y a quand même une importance capitale en fait de cet événement par rapport à la façon de fonctionner de ces deux éditeurs. Mais en plus, tu vois, il y a aussi un truc qui est important à comprendre, c'est que les super-héros sont aussi, beaucoup d'entre eux en tout cas, et c'est clair par exemple pour Superman et Captain America, mais c'est clair aussi pour d'autres, sont des allégories de l'Amérique. C'est une allégorie de la puissance américaine, de l'hyperpuissance américaine, notamment dans les années 90, où la seule puissance mondiale à l'époque, ce sont les États-Unis, en fait. Il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a plus de RSS, la Chine n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Bon. Et là, quand même, il y a un choc le 11 septembre. Comment se fait-il que l'hyperpuissance américaine n'ait pas pu se protéger ? Et là, le choc doit être répondu. Enfin, les super-héros doivent répondre à ça, parce que eux, ils incarnent cette hyperpuissance. Donc, il faut qu'ils montrent comment se fait-il. Tu vois, il faut qu'ils expliquent, même si tout le monde comprend que les super-héros vont pas intervenir dans le réel. Tu vois, mais c'est aussi une manière d'essayer d'expliquer au public, d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, quoi, et de mettre ça en fait en disant voilà, l'Amérique, donc incarnée par les super-héros, voilà, donc où les super-héros incarnant l'Amérique n'ont pas pu réagir en fait, voilà. Et donc, on essaie de faire avec ce traumatisme-là. La manière la plus intéressante, je pense, il y a DC qui va faire un numéro qui est la couverture est assez géniale, qui est dessinée par Alex Ross. Moi, j'aime beaucoup Alex Ross, donc voilà, donc ouais, comme beaucoup, oui. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, voilà, il y a des gens, quelqu'un m'a dit que c'est un peu mon côté vieux con, je sais pas, peut-être, mais voilà. Non, c'est juste que t'as un peu de goût quand même, voilà. Voilà, c'est gentil, merci, voilà. Non, mais voilà, en plus, moi, c'est vrai qu'Alex Ross, c'est assez classique comme dessin, mais en même temps, c'est un dessin magnifique, donc, Alex Ross, en plus, il se place dans toute une tradition de grands illustrateurs américains qui commence au 19e siècle, en fait, donc, mais cette image qui est magnifique, où on voit Superman avec Krypto, on le voit de dos, en fait, donc, et on voit, il est devant une espèce d'affiche où on voit beaucoup plus grand que lui, des personnages dessinés beaucoup plus grands que lui, mais ces personnages-là, c'est un pompier, une infirmière, un policier, un médecin, un ouvrier, voilà. Donc, et en gros, Superman, il est en train de regarder, il est en contre-plongée, il regarde ces personnages, il est tout petit face à eux, il se regarde, porte vers le haut, et on voit juste une bulle, il y a marqué « Waouh !» comme ça. Et c'est une manière de dire, en fin de compte, les vrais super-héros, ce sont les gens ordinaires, quoi. Donc, c'est assez génial comme image, en fait. Et c'est une manière, en fait, pour le genre, en fait, tu vois, de faire avec ce traumatisme-là, quoi. Donc, avec le traumatisme du 11 septembre. Et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant, quoi. Et puis après, en effet, il va y avoir
il va y avoir en fait une espèce d'électrochoc en fait, de réveil. Et c'est vraiment les années 90 ont été un moment, mais même en général aux États-Unis, en fait, un moment de dépolitisation très forte en fait. On disait bon, on a gagné la guerre, on a gagné la guerre froide. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a un essayiste américain qui s'appelle Fukuyama. Il a dit c'est la fin de l'histoire. Il dit en gros, le mec il a rien compris. Mais il dit en gros, de toute façon l'histoire s'arrête là. La démocratie libérale a gagné. Donc maintenant on arrête tout quoi. En fait il n'y aura pas d'autre révolution possible. En fait, voilà. Donc bon voilà quoi. Ce mec-là, il doit se terrer aujourd'hui quelque part. Enfin voilà. Enfin, enfin, bon, c'était, bon, moi j'ai lu son essai, c'est ridicule, c'est débile. Enfin, bon, bref, vraiment, ce mec-là, je crois, je sais plus à quelle université américaine il était, mais bon, c'était honteux, quoi. Mais on est dans cet imaginaire-là, dans les années 90. En gros, bon, quoi. Et les comics des années 90, les comics de Liefeld, ça évoque ça, en fin de compte. Il n'y a plus rien à dire, en fait. Il y a juste à montrer des gros mecs balèzes et voilà, avec des gros flingues. Quoi. Donc, voilà. Et à partir des années 2001, là, le monde se rappelle, l'histoire se rappelle aux États-Unis en disant en fait, vous savez que voilà, il y a des trucs qui se passent. Quoi, en fait, voilà. Donc, et là, en fait, voilà, retour de l'histoire, retour d'une et donc forcément retour de la politique en disant voilà, comment est-ce qu'on va faire en fait maintenant dans ce monde-là qui est complexe en fin de compte. Quoi. Et les comics se réveillent en fait en même temps qu'une partie de l'opinion américaine. Alors parfois ils se réveillent en disant voilà, il faut bombarder l'Irak. Oups, voilà. Donc et puis après, c'est l'évolution. Voilà, depuis 20 ans en fait, les États-Unis voilà essaient de comprendre ce qui s'est passé et essaient aussi de trouver un nouveau modèle. Et d'ailleurs, dans les élections américaines en cours, en fait, c'est ça le cœur du propos, en fait. C'est quoi le modèle ? Est-ce que le modèle, c'est le modèle en cours depuis les années Reagan, en disant, voilà, on est juste là pour faire de l'argent, et puis en gros, concrètement, vive Wall Street et tout, et puis c'est formidable ? Ou est-ce que l'Amérique, c'est autre chose ? Voilà. Mais c'est une dichotomie qui se pose aussi pour les BD de super-héros, justement. On pense à Marvel qui avait essayé d'instaurer un vent de diversité ethnique et sexuelle avec la période All New, qui finalement s'est pris un retour de bâton parce que justement les lecteurs de droite conservateurs craignaient que ces personnages-là ne remplacent les personnages originaux. Et quelque part, là, dans quelques mois, on sera 20 ans après 2001. On se demande justement s'il n'est pas temps que les comics prennent un nouvel essor plus politique, ou en tout cas ouvertement politique, exactement comme les États-Unis, c'est-à-dire re-questionner un peu le modèle. Est-ce qu'on est là juste pour divertir ? Est-ce qu'on est là juste pour vendre des numéros ? Ou bien est-ce qu'il faut, face à un monde qui est de plus en plus compliqué, ou où les idées sont de plus en plus extrêmes, est-ce qu'il faut prendre des prises de parti nouvelles, entre guillemets ? Après, tu sais, moi, j'ai eu la chance, j'ai jamais publié l'interview parce que j'ai jamais pu trouver quelqu'un qui voulait les publier, mais j'avais la chance d'avoir interviewé Chris Claremont, en fait, qui était venu à Paris. Il était venu au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour parler notamment de l'expo. Voilà, il y avait une expo là-bas sur la Shoah dans la BD. Et Claremont était un type, moi, vraiment, c'était leçon d'humilité. Le mec était hyper gentil, voilà, donc c'était. Et je lui demandais, en fait, je lui disais pareil, je lui disais, mais en fait, vous essayez de dire quoi, en fait, dans vos histoires des X-Men, etc. et tout. Et on peut pas nier que les X-Men, ce soit pas un run politique, en fait. Les X-Men de Claremont, c'est hyper politique, en fait. Il y a plein d'allusions à la politique, à la Shoah, voilà, donc aux discriminations et tout, quoi. Et Claremont, il m'a dit, mais vous savez, en fait, mon but, quand même, le but principal que j'avais chaque mois, c'était de faire que les gens, une fois qu'ils aient terminé le comic, se disent j'ai absolument envie d'acheter la suite, quoi. Donc, tu vois, je pense que, à mon avis, les comics, c'est une culture, en fait. C'est un médium, en fait, qui est là aussi c'est un médium qui est là pour vendre, en fait, pour être lu, c'est un médium populaire et tout. Donc, ça doit rester un truc divertissant, en fait. Voilà. Ça n'empêche pas de poser des questions politiques, en fait. Mais après, et ça, après, c'est normal parce que là, les États-Unis sont dans un moment très compliqué où on a vraiment, là, pour le coup, il y a d'un côté une partie de plus en plus minoritaire, en fait, une partie de l'opinion américaine qui veut pas du tout bouger, qui dit voilà, on s'arc-boute sur nos privilèges, voilà, tout, que ce soit les élites, en fait, que ce soit les blancs, même s'il y a beaucoup de blancs pauvres, en fait, qui souffrent beaucoup, ou alors évidemment les élites économiques et tout, qui représentent complètement Trump, en fait, voilà, donc et qui disent voilà, on veut surtout pas toucher nos privilèges, et puis de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui demandent du changement, en fait, voilà. Et
et par rapport à ça, il y a de plus en plus de demandes que la culture populaire soit en fait un outil pour justement voilà, aller dans ce sens-là, quoi. Après, bon, la culture, enfin voilà, je pense que c'est légitime aussi de dire bon, bah voilà, face à une actualité compliquée, c'est bien aussi de temps en temps de regarder une série de comics ou de regarder, de lire des comics où en fait, en fin de compte, on s'amuse aussi, quoi. Là, on est juste là pour voilà, pour voir des types et des nanas en pyjama, voilà, donc qui vont latter la gueule à un monstre, en fait, hein. Ça, c'est pas illégitime, en fait. Mais comme tu dis, est-ce que les deux sont incompatibles? Bah oui, complètement, complètement, parce que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je pense que même c'est 10 fois plus fort. C'est 10 fois plus fort quand une série populaire, en fait, un run de comics populaire, va pouvoir dire quelque chose de profond tout en étant hyper engageante, en fait, voilà. Donc, et en étant, voilà, enfin, tu vois, je veux dire, enfin, moi, enfin, pour prendre un exemple qui n'est pas des comics, mais qui est de la BD aussi, hein, Astérix, qu'on lit Astérix, on peut lire Astérix sur plusieurs niveaux, hein. Il y a d'un côté, on peut lire Astérix en étant gamin 10 ans, en disant là, c'est trop drôle, c'est marrant et tout. Il lui a mis une grosse baffe au Romain et tout, voilà. Donc, et puis, quand on lit parfois des albums d'Astérix, hein, je pense par exemple à Obélix et compagnie, et tout, des choses comme ça et tout, ou évidemment, le cadeau de César, par exemple, hein, donc, si je me souviens, ouais, le cadeau de César, ou je lis un autre, en fait, hein. Et ben, le truc, c'est que c'est des albums hyper politiques, en fait. Ils parlent ouvertement de politique. Et je pense qu'il y a plein de comics qui le font très bien. Et plein de films, en fait, qui le font très bien. Donc, c'est pas. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les comics s'occupent une telle place dans l'imaginaire américain qu'une partie de l'opinion, une partie du lectorat demande à ce que les comics soient ouvertement politiques, quoi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que je trouve que ça, pour le coup, c'est hyper instructif parce qu'il y a quand même une demande que la culture populaire, en fait, cette culture populaire-là exprime en fait quelque chose par rapport à la société américaine, quoi. Et ça, pour le coup, à mon avis, ça exprime à la fois les évolutions de la société américaine, mais ça exprime aussi une frustration politique. C'est en fait les gens, le système américain étant assez grippé, hein, en fait, voilà, donc il est contrôlé par une minorité assez nettement. Et ben, il y a une partie des gens en fait qui voudraient du changement et un changement qui n'arrive pas ou qui tarde à arriver, qui disent on peut pas l'exprimer, on peut pas élire des gens qui correspondent à nous, donc on va quelque part se défouler dans les comics. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est se défouler n'étant pas un bon terme en fait, mais en tout cas on va exprimer cette frustration dans les comics et on veut que les comics expriment cette frustration politique. Mais pourtant, dans ce que tu dis, moi, en tout cas, l'impression que j'avais eu un peu comme expliqué Corentin avant, c'était que justement, quand les éditeurs, en tout cas les deux Big Two, avaient essayé justement d'apporter ces changements, ça s'était quelque part fait de façon trop brusque. Et puis, tu peux pas forcément nier aussi que parfois, t'as des comics récemment écrits où t'as l'impression quand même, de quand tu les lis, en fait, que t'es plus réellement en train de lire, en fait, juste le message que son auteur ou son autrice essaye de faire passer plutôt que ce que raconte le personnage vraiment dans l'histoire, et que ça, du coup, ça te sort un petit peu de la lecture. Du coup, est-ce qu'il y a aussi, on va dire entre guillemets et très gros guillemets, une bonne façon en fait de faire passer tes messages dans tes histoires? Est-ce que parce que certains voudraient en fait que les messages que tu puisses faire passer, c'est ceux que tu n'arrives pas à déceler, comme ça t'as pas l'impression d'être perturbé par ta lecture. Moi après là moi je suis pas auteur de comics donc c'est même pas à moi de juger, enfin c'est pas à moi de juger là-dessus, quoi, en fait, voilà. Donc moi je sais que j'ai besoin, je peux avoir besoin d'être deux, en fait, tu vois. J'ai besoin en fait j'ai besoin à la fois tu vois, mais même tu vois, le truc c'est que prenons par exemple Endgame, donc Avenger Endgame. Alors, attention, je vais spoiler la fin, hein. Donc voilà, si Ouais, je crois que ça va. Si le monde entier ne l'a pas vu en 2020, il le fera pendant le reconfinement. voilà, donc bon. Mais le truc, c'est que Endgame, ce qui est intéressant, c'est je pense que moi, la fin que il y a une fin que je trouve extraordinaire, qui est déjà une fin qu'on aperçoit dans les comics, ça, si, c'est la fin de Captain America. Captain America, qui est un type c'est en plus, c'est une fin très courageuse, je trouve, hein. Enfin, ils tuent leur personnage, ils le tuent pas, parce que Steve Rogers retourne dans le passé, en fait, hein, et Il le laisse mourir, quoi. Ouais. voilà, et à la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir, en fait, avec la femme qu'il aimait, quoi. Donc, et, euh, et, euh, et qui le remplace, c'est Sam Wilson. Mm. Et donc là, on a vraiment l'image de la vieille Amérique qui laisse qui pour le coup,
pas comme dans la réalité où la vieille Amérique blanche s'accroche au pouvoir. Non, non, voilà. Là, on a la vieille Amérique qui dit en gros, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, Sam Wilson, afro-américain, c'est à toi, c'est toi qui prends le bouclier. Et on a une possession de pouvoir en fait qui est extrêmement belle. Alors, on peut voir ça d'un côté humain, c'est hyper beau, d'un côté narratif, moi j'ai trouvé ça génial, mais il y a aussi un côté politique derrière ça. Tu vois, c'est là où c'est. Et en fin de compte, tu vois, donc, et puis c'est pas dit explicitement en disant, en fait, on est en train de vous expliquer en fait la transition actuelle que connaît l'Amérique, parce que l'Amérique actuellement, aujourd'hui, on est quasiment, enfin là, les projections démographiques disent que d'ici, alors je dis ça de tête, 30-40 ans, l'Amérique sera multiraciale complètement. En fait, les blancs ne seront plus la majorité des États-Unis. Voilà. Et tu vois, sauf que évidemment, pour certains blancs, en gros, pour les gens qui votent Trump, c'est une catastrophe. Ils sont angoissés par rapport à ça au possible. Mais pour une grande partie de la jeunesse, en fait, ils disent bon voilà, c'est comme ça que la nouvelle Amérique, ça va être ça, quoi. Donc, et là, ce film-là, ce qu'il exprime, c'est ça, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est un truc qui est, comme tu disais, décalqué des comics. Un truc que Rick Remender a fait sur son Captain America, où effectivement Sam Wilson devient le nouveau Cap, hérite du bouclard, etc. Mais quand cette série-là est sortie, d'ailleurs en plus c'était très politique, très frontal, Sam Wilson qui allait défourailler les gardes-frontières qui empêchaient les migrants de passer, etc. Ça avait justement fait une vraie polémique au sein des lecteurs. Alors que quand le film est sorti et a appliqué ça, quelque part on en a peu parlé, on en a moins parlé par exemple que la scène, le fameux plan féminin du film qui a fait rager, enfin qui a fait hurler plein de conservateurs sexistes et compagnie, voilà, de masculins toxiques et compagnie, alors que cette scène-là, quelque part, a été beaucoup mieux acceptée, peut-être parce que Sam Wilson avait plus d'existence, etc., mais ça montre aussi peut-être que le microcosme des comics, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette historique très... Vas-y, parle. Non, mais il faut faire attention aussi aux polémiques de botte, c'est un peu tempête dans un verre d'eau, quoi, parfois. Les polémiques Twitter, etc. et tout, il faut faire attention. Le truc, c'est que je sais, par exemple, l'histoire de Sam Wilson, par exemple, l'histoire de Sam dans la BD, ça avait même fait, c'était même passé sur Fox News, donc la chaîne ultra conservatrice américaine, quoi. Donc c'est le donc on va les pom-pom girls de Trump. Voilà, donc on a maintenant aujourd'hui un clone en France un clone en France avec CNews, quoi. Mais le truc, c'est que c'est affiché pour le coup. Mais le truc, c'est que mais ce qui est intéressant, c'est que justement, en effet, dans le film, c'est passé parce que puis c'est pareil, tu vois, la polémique sur Sam Wilson qui va combattre des gens qui agressent parce que c'est ça, et qui agressent des gens, qui agressent des gens qui va combattre des gens qui agressent notamment des migrants. Il y avait déjà la même chose dans les comics dans les années 60 en fait. Donc je sais pas en quoi c'était nouveau, quoi, en fait. Donc mais voilà, c'est parce que c'est devenu pour une partie, encore une fois, des ultra-conservateurs, c'est devenu hyper angoissant cette perspective-là, quoi. Et dans le film, c'est passé parce que je pense qu'ils l'ont vachement bien amené. Mais en même temps, ce geste-là, où on voit encore une fois Captain America qui donne son bouclier à un Captain America vieilli, en fait, un vieux qui donne son bouclier à Sam Wilson, et c'est pour moi, c'est beau. Et surtout, en plus, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus dans les comics. Bon, là, il y a la nouvelle Batwoman qui va être annoncée. Je crois que c'est une actrice afro-américaine qui va... Ouais, c'est Javicia Leslie qui joue un personnage inédit qui n'existe pas dans la BD, qui s'appelle Ryan Wilder dans la saison 2 de Batwoman. C'est devenu quelque chose d'assez... Dans les séries de comics, dans les séries en tout cas de super-héros, je trouve que c'est quelque chose qui devient assez courant, en fait. Donc, et voilà. Donc, je pense que c'est là, quand on a Miles Morales, en fait, je trouve que dans le dernier dessin animé Spider-Man, donc Into the Spider-Verse, qui est absolument génial. Bon, là, on a un vieux Spider-Man, un vieux Peter Parker qui en plus a un gros bide, voilà. Donc j'ai un gros bide, j'ai à peu près le même, donc il est pas gros, il est juste enveloppé. Mais bon, et le truc, c'est que il a du bide, il est vieux, c'est un peu la loose, etc. et tout. Et il arrive dans un univers parallèle où il y a un jeune Spider-Man qui est d'origine, voilà, donc il est donc il est noir, en fait, voilà, mais aussi il est d'origine latine. Donc, voilà, donc tu vois, et on a comme cette espèce de transition, en fait, voilà, donc d'un personnage à l'autre, quoi. Et c'est hyper politique, ça.
Et d'un côté, c'est hyper politique, et de l'autre côté, Spider-Man Into the Spider-Verse, moi j'ai adoré, c'est hyper entraînant, c'est hyper divertissant comme dessin animé. En plus, graphiquement, c'est génial, quoi. Ouais, c'est une tuerie, c'est clair. Moi, je pense qu'on peut, voilà, je pense que c'est des gestes comme ça qui ont l'air anodins, en fait. Moi, à mon avis, ça exprime beaucoup de choses par rapport à l'Amérique, et même, je pense, en général, par rapport à l'Occident et son rapport au monde, en fait. Voilà, donc on vit une époque, en fait, où on a de plus en plus, voilà, l'Occident prend conscience, en fait, tout bêtement, qu'il y a d'autres, enfin, voilà, ça allait avant, mais en tout cas, on commence à se rendre compte que d'autres parties du monde doivent être traitées à égal, hein, enfin, puis ça a un pied d'égalité, quoi. Donc, et je pense en plus, il y a un autre truc qui est important, qui, justement, par rapport à une analyse mondiale, en fait, c'est que n'oublions pas aussi que des firmes comme Marvel, c'est des gens aussi qui pensent aussi en dollars, en fait. Voilà, donc faut pas, voilà, ne les idéalisons pas non plus. Et ils se rendent bien compte que ils ont un lectorat, ils ont pas qu'un lectorat américain maintenant, ils ont aussi un lectorat mondial. Et je pense assez nettement, et c'est la même chose aussi pour Hollywood, hein, les prochains marchés qu'ils visent, c'est la Chine. Hein, et d'ailleurs, ça explique d'ailleurs qu'on fasse un des prochains films Marvel, ce soit Shang-Chi, en fait. Hein. Bon, ouais, bien sûr. Et tu vois, c'est pas un personnage, tu vois, c'est pas un personnage. Enfin, en France, on n'est pas nombreux à le connaître, en fait, à mon avis. Donc, ce personnage-là, Ouais. un personnage qui est fait pour le marché chinois, en fait, hein, voilà. Donc, et je pense un des autres prochains marchés que va vouloir viser Marvel et DC, c'est le marché indien. C'est le marché de l'Inde, du sous-continent indien, en fait. Hein, donc, et à mon avis, Kamala Khan, donc Miss Marvel, c'est fait aussi tu vois, dans cette direction-là, quoi. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait un discours politique derrière, mais il y a aussi un raisonnement en dollars, quoi, en fait. Hein. Faut être clair, en fait. Hein. C'est pas des gens qui sont là, voilà, quoi. C'est pas des hippies qui sont en train de faire, en fait, qui sont en train de faire. Voilà, donc j'ai rien contre les hippies qui font des fanzines, hein, voilà. Mais je veux dire, c'est voilà. Marvel, c'est aussi un business, en fait, hein. Et je pense aussi qu'ils visent ça aussi, quoi. Donc c'est aussi, il faut mettre ça aussi tu vois, il faut mettre ça aussi en perspective, à mon avis, quoi. Mais c'est un petit peu terrible dans ce cas de mettre un petit peu des idéaux progressistes et de volonté de représentativité si au final c'est motivé que par des intérêts financiers. Que motivé par ça, c'est juste, ça va de pair. C'est tout comme, je pense, à mon avis, Stan Lee, quand il décide qu'il y a avec d'autres, hein, il décide de créer Black Panther et puis après justement Falcon, donc Sam Wilson. D'un côté, il a de la sympathie, ouvertement de la sympathie pour le mouvement des droits civiques, le mouvement des Afro-Américains, mais aussi d'un autre côté, voilà, et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Hein. D'un autre côté, il se dit, il commence à y avoir une classe moyenne noire qui commence à apparaître, ça fait des lecteurs en plus, il faut leur offrir un super-héros. D'accord. Pour moi, c'est une évidence, en fait. Hein. Donc, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas terrible. C'est toujours. Enfin, on prend un exemple. Il y a un exemple. Je prends un exemple américain qui a rien à voir avec les comics, mais qui est assez parlant. Le premier joueur de baseball noir, en fait, hein, qui joue dans les. Vu qu'on vient le championnat de baseball vient de se terminer et tout, mais aux États-Unis, mais le premier joueur de baseball noir qui joue en ligne majeure, en fait, hein, c'est Jackie Robinson. Il est embauché par un type qui s'appelle Branch Rickey. Il est embauché dans l'équipe des Dodgers. D'ailleurs, c'est l'équipe qui vient de gagner le championnat. Voilà, au cas où tout le monde s'en fout du baseball. Donc voilà, moi j'aime bien, mais bon là. Voilà. Mais le truc c'est que je suis un des rares en France à suivre ça. Mais bon, de toute façon. Mais le truc c'est que il est embauché par l'équipe des Dodgers en 47. Et le type qui l'embauche, Branch Rickey, c'est clairement quelqu'un qui déteste le racisme, mais c'est aussi quelqu'un qui se dit, il y a un public noir qui commence à avoir de plus en plus d'argent. Voilà. Et ces gens-là, il faut les attirer dans les stades et on va les attirer avec un joueur noir. En fait, voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Et on pourrait prendre des cas en France aussi, ça pose strictement aucun problème. Quoi. Voilà, il y a dans un acte social, en fait, hein, l'acte social n'est pas motivé, un acte social n'est pas motivé par une seule chose, en fait. Voilà, donc c'est tout comme, voilà, moi j'ai toujours j'ai plaisir à discuter avec vous. Voilà. Mais je suis aussi là, voilà, pour dire, en fait, vous savez que j'ai un bouquin qui est en vente. Voilà ce que je veux dire. Filou. 17 €, voilà. Donc, voilà. Non, mais voilà. Non, mais enfin, je déconne. Enfin, non, pas du tout, d'ailleurs. Achetez mon bouquin. Non, tu déconnes pas. On mettra le lien dans la description. T'inquiète. Voilà, enfin, donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, enfin, et ça, je pense sincèrement que l'industrie des comics aujourd'hui
elle est comme ça aussi. En fait, voilà, il y a une industrie, il y a des auteurs qui veulent, même des éditeurs qui veulent faire passer un message progressiste parce qu'ils y pensent, ils sont convaincus par ça, mais ils se disent aussi, bon, ça va nous attirer un public nouveau, quoi. Ouais. Mais justement, j'ai une question, enfin, pour un peu aborder le dernier point de ce podcast, parce qu'on parle beaucoup du coup d'auteurs de gauche, de progressistes, de revendications sociales et tout ça. Mais chez les Big Two et à l'heure actuelle, tu as un peu l'impression que si tu es un auteur de droite ou conservateur, ben t'es pas vraiment le bienvenu. Est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que tu jettes un peu un coup d'œil aux quelques publications ouvertement pro-Trump, par exemple, qui existent chez quelques éditeurs indépendants comme Antarctic Press et ce genre de choses? Non, j'avoue que j'ai pas trop regardé ça. Moi, je pense en fait, à mon avis, c'est un peu comme, enfin, les comics, c'est un peu comme Hollywood en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu majoritairement enfin, c'est devenu majoritairement démocrate au sens américain, quoi. Voilà. Après, j'ai pas regardé vraiment les trucs pro-Trump. Je pense que ça existe. Après, le truc, c'est que c'est. Oh, oui, oui, oui. Il y a des trucs genre qui mettent Trump en super-héros, limite. Je crois, je sais plus si ça s'appelle Team MAGA ou Super MAGA, quelque chose comme ça. Mais alors, il y en a. Je sais pas si c'est de la grande qualité littéraire. En fait, peut-être, mais je me permets d'en douter. Mais le truc, c'est que voilà, moi je pense que ça c'est des trucs qui sont hyper marginaux quoi en fait et ça fonctionne pas parce que mine de rien les gens sont toujours parce que toi on revient à la question que tu posais par rapport aux éditeurs indépendants tu vois ou au tentative de créer des nouveaux super-héros les gens je sais plus qui disait ça en fait je crois que c'était Umberto Eco il disait en gros le problème enfin la culture populaire c'est une culture sérielle c'est une culture de la répétition donc, il faut à chaque fois faire du nouveau, mais avec de l'ancien. C'est ce que je veux dire. Donc, en fait, Ouais. les gens sont attachés à leur personnage, quoi. Ça fait partie de leur mythologie, quoi. Donc, ça fait partie de leur histoire personnelle. Beaucoup aux États-Unis, parce que maintenant, la culture comics, elle est ancienne aux États-Unis. Superman était lu par le papa, parfois par la maman, voilà. Donc, voilà. Et puis par le grand-père, voilà. Et donc, ça fait partie de l'histoire familiale aussi. Black Panther, c'est pareil, quoi. Et donc, le truc, c'est que on peut pas voilà, créer un nouveau personnage, il faut vraiment qu'il ait quelque chose de complètement déroutant, complètement novateur pour qu'il plaise. Et c'est pour ça que les nouveaux personnages qui percent, ils sont pas si nombreux que ça. Bon, je pense à Deadpool, mais Deadpool, c'est parce que c'est débile et c'est rigolo, on aime bien et tout. Voilà, quoi. Et en plus, c'est une manière, en plus, Deadpool, c'est une manière, là où c'est une manière, en fait, c'est une espèce d'auto-critique des comics, en fait, c'est une espèce d'auto-parodie des comics, donc c'est une espèce de mise en abîme des comics. Donc, en fin de compte, Deadpool, c'est vachement plus profond qu'on pourrait le penser, de prime abord. Non, c'est n'importe quoi, en fait. Mais voilà, mais quoique, enfin, je sais pas, en fait. Pour le coup, Deadpool, non, C'est un cas à étudier. non, mais Deadpool, c'est un cas assez unique parce que je pense il y a d'un côté, c'est vraiment complètement punk et tout. Voilà, on en a rien à foutre, on fait n'importe quoi et tout. Et de l'autre côté, je pense en fait, c'est aussi une forme d'autocritique des comics, quoi. Moi, je trouve ça intéressant Deadpool. Moi, j'ai pas encore réussi à mettre le doigt, non pas le doigt dans Deadpool, hein, je me permettrai pas, mais de trouver en fait un angle en fait qui me permet d'expliquer ça. Je trouve que mais pour le coup, c'est hyper intéressant, quoi. Là, et ouais, je pense que je sais plus quelle était la question de base, mais voilà. Mais non, mais les comics, c'est vraiment, les gens ont besoin en fait quand même de retrouver ces personnages-là auxquels ils sont attachés, quoi. Ce qui n'empêche pas de leur mettre, de leur faire dire des choses qui correspondent à l'époque, en fait, hein, ou qui correspondent à l'actualité, quoi. Mais voilà, Superman, ça reste Superman. Captain America, ça reste Captain America. C'est un personnage. C'est-à-dire que à partir du moment où, de toute façon, comme tu dis que c'est une culture qui est sérielle et cyclique, en fait, à partir du moment où, quand ces personnages ont été créés, ils avaient, donc comme on l'a vu en ce début de podcast, de toute façon des idéaux progressistes et engagés socialement. En fait, vu que tu restes en cycle, c'est quelque chose dont tu pourras pas sortir et donc ça va continuer comme ça jusqu'à la disparition des comics, si ça doit disparaître. Puis après, puis encore une fois, ça correspond aussi à. C'est des héros. En fin de compte, aux États-Unis, tu as des débats de fond sur la société américaine qui durent depuis la Révolution américaine, en fait, hein, depuis le début, enfin, la fin du XVIIIe siècle, en fait. Hein. Et les héros, en fait, sont plus
penche plutôt en fait dans une interprétation, on va dire, ce qu'on appelle libérale aux États-Unis, qui n'a rien à voir en fait avec le libéralisme en France, en fait, hein, mais plutôt de gauche en fait, enfin plutôt progressiste en fait. Voilà, donc, il s'inscrit vraiment dans ce discours-là. Après, ça n'empêche pas d'avoir des cas à part. En fait, Batman étant un cas à part, Punisher étant un cas à part. Voilà, quoi. Mais moi, et puis après, même ça n'empêche pas aussi d'aller jusqu'au bout, et même d'interroger ça. Moi, j'en parle dans mon bouquin parce que c'est un comics qui est un peu oublié, mais moi que j'aime beaucoup. C'est l'Escadron Suprême. L'Escadron Suprême, qui est une version Marvel de la Justice League, donc en fait, avec des imitations. Ils ont imité Superman, ils ont fait Hyperion, ils ont imité Wonder Woman, ils ont fait Power Princess. Et dans ça a été publié avant les Watchmen d'ailleurs, donc c'est vraiment une mini-série très politique parce que c'est l'Escadron Suprême qui, dans une terre parallèle, la terre numéro 1600, je sais plus combien, enfin je sais plus le numéro en fait, donc l'Escadron Suprême prend le pouvoir sur Terre en disant voilà, on est ultra puissant, le monde va mal, on va créer une utopie. Et on va la créer. Donc vraiment, on détruit toutes les armées, on détruit tout l'arsenal nucléaire et tout. Voilà. Le but, c'est d'arriver à zéro pauvreté, zéro maladie, la santé pour tous et tout. Voilà. Donc vraiment l'utopie progressiste, rooseveltienne, comme pouvaient l'imaginer les premiers super-héros, quoi. Bon, je ne vais pas spoiler, mais si je vais spoiler un petit peu la fin, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se finit pas très bien en fait, voilà, cette histoire-là. Et à travers ce comics-là, l'auteur, je crois que je suis pas sûr, je sais plus si c'est Mark Grunwald, enfin voilà, je sais plus en fait, mais l'auteur, il interroge aussi cette espèce d'utopie super-héros en disant voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment le jour où des super-héros prennent le pouvoir, quoi. Et ça fonctionne pas des masses, quoi, en fait. C'est comme dans Paix sur Terre, la bande dessinée de Paul Dini et d'Alex Ross sur Superman. Superman, c'est en 98, donc c'est pour les 60 ans de Superman. Et il dit voilà, en gros, là, il voit qu'il y a la fin dans le monde et il dit je suis Superman, donc je vais régler la fin dans le monde. Donc je vais prendre des cargos entiers de riz et tout, et puis je vais l'amener dans les endroits où les gens ont faim. Et puis les gens qui empêchent les gens d'accéder à cette nourriture-là, je vais les combattre, quoi. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on ne règle pas ça comme ça, quoi. Donc voilà, et ça crée des tensions dans les pays où Superman amène la bouffe et tout, voilà, quoi. Et donc voilà, et ça se finit, et là où c'est hyper intéressant, ça se finit sur, je suis désolé, je spoil en fait, mais lisez-le, c'est une BD qui est extraordinaire, Paul Dini, voilà, avec Alex Ross, Paix sur Terre, et ça finit où Superman se change en Clark Kent et décide d'apprendre à des enfants à planter. Et il retourne à la ferme familiale et il amène des enfants en fait, et il leur apprend à planter des graines de blé pour que les blés poussent en fait. Voilà. D'accord. Un propos qui est politique, qui est très profond parce qu'en fin de compte, on peut pas. Voilà, on peut pas tout régler avec des super pouvoirs, des yeux au laser et du vol et de la super force. Faut aussi y mettre du citoyen dedans. Voilà, et c'est le truc, c'est que c'est intéressant parce que ça interroge aussi l'hyperpuissance américaine à l'époque en disant voilà, les États-Unis, ça parle aussi notamment des interventions américaines, par exemple en Somalie, on peut pas tout régler d'un coup, quoi. Donc on peut régler les choses, mais c'est des processus qui sont lents et en fait c'est pas des. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des super-héros qui vont tout faire tout seuls, c'est des gens en tant que collectivité qui vont tout faire, quoi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ce discours-là, quoi. Et là, pour le coup, c'est hyper politique, quoi. Donc ça. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça interroge aussi. Ça interroge tout le discours utopisant, voilà, en disant voilà, oui, voilà, il y a le sauveur qui va arriver et tout, puis voilà. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, c'est plus complexe que ça. Ok, très bien. Bah écoute, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon pour ce premier volume de notre émission. Donc voilà, fallait-il encore le dire, mais peut-être que les super-héros et la politique, ça marche main dans la main depuis plus de 80 ans maintenant. William Blanc, donc je rappelle quand même, parce que bien sûr je fais ta pub, que crois-tu? Tu as sorti donc Super-héros, une histoire politique qui permettra de revoir un petit peu ce qu'on a abordé dans cette émission, mais de façon plus détaillée dans un joli petit volume de plus de 300 pages. Donc c'est aux éditions Libertalia. On te remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pu discuter avec nous de cette question que nous allons continuer d'aborder au fil de ces numéros de Omnibus pour parler comics et politique. Donc merci à toi encore une fois.
Merci à vous, merci pour l'invitation et merci aussi à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir patiemment écouté. Clairement, c'est la patience qui caractérise notre auditoire. Donc, on continuera donc cette émission tout au long du mois de novembre 2020 avec d'autres angles et d'autres invités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour l'émission avec les critiques, les commentaires, tout ce que vous voulez partager, surtout sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, le petit point Tipeee pour vous dire que nous sommes présents sur cette plateforme et que vous pouvez nous aider et nous soutenir pour faire continuer cette belle aventure qu'est First Print. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut! Salut! Au revoir.